Aujourd'hui, j'ai toujours perdu mon chargeur, mais j'ai trouvé un petit truc d'embout là. On va voir si ça marche. C'est un peu le test. Mais je crois que ça marche parce que j'ai plus la truc des batteries. Enfin bref, c'est pas parce que je suis pas forcément sur batterie qu'on va pas rester branché. On va parler un peu de ce que c'est un dossier de candidature. Après cette introduction aussi lunaire que d'habitude, peut-être plus, parce que bon, pourquoi pas, après tout, on va causer un peu de ce que c'est. Alors j'ai beaucoup d'ongles parce que j'ai un plafonnier qui est pété et je peux pas le changer moi-même. Un dossier de candidature, je crois que j'ai déjà parlé un peu de ces choses-là, mais on va essayer d'en reparler un peu plus en détail, parce qu'on est en pleine période de dossiers de candidature, les dossiers CNU par exemple, le FNRS, le CNRS, je fais un petit état d'horizon et on va voir jusqu'où je peux aller pour en discuter. Alors pour commencer, le CNU c'est le Conseil national des universités, c'est une instance nationale, donc, Conseil national, qui a plusieurs fonctions, notamment de régulation disciplinaire, c'est-à-dire des différentes disciplines de l'université. Et dans cette régulation, le CNU va notamment expertiser des dossiers soumis volontairement à cette expertise, de ce qu'on appelle la qualification. Pour les jeunes docteurs, doctoresses, la qualification, c'est le moment où le CNU, donc en fait les experts de la section, c'est-à-dire de la bonne discipline, moi je suis au départ en 9e, c'est la littérature française, la 10e c'est la comparée, tout ça, ça donne les différentes disciplines, vont donc expertiser un dossier pour donner la qualification, c'est-à-dire pas exactement le droit, dans les faits c'est un peu plus compliqué, mais enfin si on l'a pas, c'est vraiment plus compliqué, de concourir au concours de maître, maîtresse de conférence, c'est-à-dire, en fait on a le droit de postuler. Donc c'est des étapes un peu antérieures, attention les qualifs, il faut s'inscrire avant, bien avant les dossiers en général vers octobre, et on les envoie là à peu près début janvier. C'est des dossiers assez légers, quand je dis ça je vais me faire plein d'ennemis, mais par rapport à ce qui va suivre, ce sont des dossiers assez légers parce qu'on ne rédige pas. On fait une liste de publications, un CV qui n'est pas forcément analytique, je vais expliquer ce qu'un CV analytique, et ensuite on va joindre des publications, dans mon souvenir c'est 4, mais ma qualification est dans sa 4e année, ma première, donc je vais recommencer l'an prochain. Moi-même je suis qualifiée en 9e et je crois que c'est la 72 en épistémologie et histoire des sciences. Ça veut dire que j'ai vraiment le droit plein et entier, garanti, label rouge, d'aller postuler à un poste de maître de conférence en philosophie, histoire des sciences, littérature française. Quand je dis ça, ça veut évidemment pas dire que j'ai le poste. Dans les faits, on a le droit de postuler sans, mais c'est vachement compliqué. Voilà, clairement, enfin, on perd son temps, c'est pas la peine de le faire. Et la qualification, donc ça c'est très très français comme système, elle s'appuie aussi sur le fait qu'il y ait des enseignements, parce qu'en fait c'est une qualification pour être maître de conf, mais pas pour être chercheur, mais pour l'ensemble. Et donc ça vérifie un peu l'adéquation entre la thèse, le projet, les publications et les heures d'enseignement données. Et par exemple, moi j'ai pas eu des qualifications, j'avais postulé en philo et en sciences du langage. En philo on m'avait dit que j'avais pas fait de cours de philo, quoi, ce qui est vrai. Et pas de public de philo. Bon, moi je pensais qu'avec Renan ça pouvait passer, ça passait pas, voilà, c'était réglé. C'est passé en philo des sciences, C'est encore d'autres questions. Renan c'est quelqu'un qui était premier à l'agrég de philo, donc il est aussi considéré comme philosophe. Par son agrég, mais aussi par ses textes ultérieurs, donc c'était pas absurde. Même si moi, je suis très clairement prioritairement littéraire. Et en sciences du langage, parce qu'on a des rapports, quand on l'a pas, la qualif, je sais plus si on en a quand on les... Si on a des rapports quand on l'a, je crois qu'on a un petit rapport, voilà. Et en sciences du langage, mais j'avais pas d'articles vraiment en sciences du langage dans des revues qualifiantes, et là, je suis encouragée à en faire, bon, j'en ai pas fait, donc je repostule pas, quoi. Mais bon, et pourquoi la philo là c'était pour renforcer le dossier, c'était absolument pas pour postuler là-dessus. Et j'avais demandé sciences du langage pour pouvoir plus facilement postuler sur des postes où on annonce de l'enseignement CAPES agrég, et notamment de grammaire. Puisque ça, je l'ai jamais enseigné en tant que tel, et ça me plaisait bien. Et puis quand on l'a pas enseigné, c'est dur de se mettre à l'enseigner si on n'a pas le label, donc c'est plus dur d'avoir le poste, etc., quoi. Donc il y a des stratégies, mais ça par contre ce sont des qualifications que je n'ai demandé que la 2e année de post-thèse. Après on a plein de concours et de dossiers dans le post-doc. Alors on va retenir quelques règles, et même pour le CNU, la première des règles, ça va être de chercher les règles.
En fait, c'est ça qui est déjà terrible, terrible dans le SR, enseignement supérieur et recherche, c'est qu'en fait, il y a toute une littérature grise invisible, comme il y a un web invisible, de documents parfois monumentaux, vraiment des choses qui peuvent être très très conséquentes, qui ne sont jamais publiées. Voilà, qui n'ont pas pour destination d'être publiés, qui sont en fait de l'administratif à pas mal de niveaux. Et cet administratif, quand on est jeune chercheur, parce que alors quand on est chercheur en poste, etc., ça explose, mais quand on est jeune chercheur, on s'y attend pas. Donc il faut essayer de comprendre à quoi ça sert, mais surtout en fait, il faut essayer de comprendre, bon, à quoi ça sert. Ça sert à avoir la qualification, le label, etc. On va franchir des étapes comme ça. Et à toutes les étapes, il y a de l'administratif. Mais, et là c'est de l'administratif, je parle pas juste envoyer sa carte d'identité ou ce genre de choses. Donc on va parler d'administratif très lourd. Pour essayer de comprendre un peu comment on devient, ou qu'est-ce que c'est exactement le quotidien d'un jeune chercheur. Je ne vais pas parler de pendant la thèse, même si là j'ai aussi fait des rapports de mi-thèse, donc on fait à la moitié de la thèse, des choses comme ça. J'ai eu une thèse où je devais faire ce genre de choses, ça dépend des financements en fait. Globalement, maintenant, on a des rapports annuels d'avancée des travaux à chaque fois qu'on se réinscrit. C'est pas très lourd en fait par rapport à ce qu'on va connaître après. Je suis désolée pour les gens que ça stresse, mais en fait, pour le dire clairement, c'est normal d'être stressé pour faire un dossier de candidature en thèse. C'est très dur. C'est très dur, on découvre tout. Hein. Quand on est en master ou en agrég ou ce genre de choses. Mais si c'est insupportable, il faut pas y aller. Faut pas le faire. Si c'est insupportable de faire le comité de suivi de thèse, de préparer la soutenance, tout ce genre de choses, je dis pas que c'est normal que ce soit stressant, que c'est éprouvant, il y a pas mal d'enjeux, on attend, etc. Mais si vous ne supportez pas l'administratif, n'allez pas devenir chercheur. Parce que le post-thèse va vous laminer, en fait. Et je suis vraiment désolée, mais si c'est dur d'entrer en thèse, c'est beaucoup plus dur d'en sortir et d'en faire quelque chose. C'est vraiment beaucoup plus dur. Je parle des SHS, voilà, je viens de la littérature, on est sur des domaines vraiment concurrentiels, hein, j'aurais mieux fait de faire de la gestion. Voilà. Moi, je suis très heureuse de ce que je fais, mais c'est parce que j'ai du bol et parce que j'accepte ce lot administratif, mais il n'est pas... bon, il est très discutable, mais voilà, je ne vais même pas discuter l'essence de ce que ça veut dire et pourquoi. Mais plutôt comment on le fait, comment on s'y confronte et à quoi ça ressemble, parce que c'est pas mal que ce soit un peu connu, ces choses-là. Et, et peut-être essayer de donner quelques conseils aussi pour monter des dossiers, quoi. Donc le dossier de qualif, c'est un dossier qui est assez léger par rapport à la suite, parce que on va envoyer, je crois, 3-4 publications. Donc une publication, c'est un article, donc évidemment c'est du boulot. Il faut que ce soit publié. Des fois, quand c'est en cours de parution, pas imprimé, c'est possible. Un truc pas accepté, c'est-à-dire en cours d'acceptation, ne marche pas. Impossible. Ou, en fait, c'est considéré comme un brouillon, hein, tant que c'est pas accepté. Et en général, on commence à en parler quand il y a au moins des épreuves qui sont envoyables. Donc tard, en fait. Et ça peut prendre plusieurs années entre le premier envoi pour postuler et la suite. Et voilà, le dossier de qualif, après les résultats, ils tombent vers janvier, février, plutôt février. En fait, on s'inscrit très en amont en disant dans quelle discipline, on va déjà donner un titre, la composition du jury. Si on le peut, on envoie déjà les rapports parce que à cette date-là, plein de gens n'ont pas les rapports. Mais il faut s'inscrire parce que parfois, en fait, on va soutenir après, mais on aura les rapports dans les temps. Et en fait, ça va vraiment se jouer sur CV, rapport de thèse et on feuillette la thèse, clairement. Ça sera pas lu, hein. Mais ça sert pas à être lu, ça sert à vérifier. Et voilà, vérification donc du CV. Un peu. Voilà. Ce CV-là, c'est un CV qui est encore assez facile à faire parce qu'il va être ça sera un des CV universitaires les plus proches du CV pro, lambda, avec les activités, etc. Alors, c'est pas la peine de marquer que vous avez été babysitter, garagiste, tout ce que vous voulez, c'est uniquement universitaire. Et là, dans un CV universitaire, ça veut dire très concrètement, mais je vais en reparler avec le CV analytique. Je vais vous faire un petit topo CV analytique et expliquer à quoi ça ressemble un CV de chercheur, de jeune chercheur hein, seulement. Moi, je suis pas une vieille chercheuse. Ça veut dire que j'ai 35 ans. 35 ans sans poste. Ça veut pas dire sans argent, etc., mais sans poste fixe. Donc c'est ce genre de destin. C'est un peu comme un destin d'artiste, mais en plus facile quand ça marche, mais ça marche pas toujours, quoi. On continue, pour moi ça marche bien. Et donc ça, on a le résultat un peu avant la campagne. Et donc les campagnes, c'est les moments, boum, des candidatures, donc ça y est,
allez, on y va. Des campagnes MCF, donc on rappelle MCF maître de conf, qui vont avoir lieu de à peu près mars-avril. Attention, les calendriers sont importants parce qu'on oublie une date, et quand on sort de la thèse, il faut aussi penser au prix de thèse, c'est vraiment important. Et là, on va faire un CV analytique. Alors, maîtresse de conférence, les MCF, là, on va s'inscrire sur Galaxy. Donc, si on n'est pas qualifié, on a le droit de postuler, hein, mais votre dossier ne sera pas lu, en fait. Hein. Donc, perdez pas de temps, faites pas perdre de temps aux gens. Voilà. Et votre dossier, bon, après, toutes les pièces administratives qui commencent à s'harmoniser, mais c'est encore lent. Et on a la chance d'avoir Galaxy, qui est un site des années 90 à peu près, au niveau du design, c'est un revival. Mais en fait, vous allez envoyer les dossiers par poste, hein, il n'y a pas d'envoi commun. Je parle pas des campagnes d'inter, parce que moi j'ai eu l'énorme chance de ne pas avoir besoin d'en faire. J'ai été 4 années dans la même université. C'est rare, c'est du bol. C'est juste parce qu'on est une université où il y a moins de doctorants que de postes. Donc j'étais prioritaire. Mais les campagnes d'inter peuvent être très très dures. Et donc en fait, les conseils MCF vont finir par être appliqués pour les ATER, ce qui n'est pas logique. ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et en fait, il y a la grosse pièce, et donc ça c'est vraiment un des non-dits de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire si vous n'allez pas aux formations doctorales, si votre directeur, votre directrice de thèse ne s'occupe pas de vous, le comité ne s'occupe pas de vous, enfin voilà, si un truc qui se passe pas, en fait on vous demande un CV analytique, donc allez voir sur le site du CNU quelles sont les préconisations pour le CV analytique. Parfois il y en a par poste, mais globalement il n'y en a pas. Donc là il faut faire des recherches. Mais en fait, un CV analytique pour les matières, je parle de la littérature, c'est valable pour d'autres matières, mais voilà, faut vérifier, parce que ça change beaucoup, parce que ce sont des traditions. Et qui dit tradition dit souvent beaucoup d'implicite, mais on va essayer d'expliciter l'implicite, et il va y avoir un principe commun à tous ces concours de recherche, hein, concours pour un poste, c'est que le concours, enfin, le dossier qu'on envoie, il est super lourd, hein, vous voyez, mais il est fait pour des gens qui vont le lire le plus vite possible, parce qu'ils en auront 30 à lire, à présenter, et ils vont être rapporteurs des dossiers. Donc sur un MCF, vous avez moins de gens qui postulent que sur un poste CNRS. Un poste MCF actuellement en lettres, c'est en premier round entre 50 et 150 dossiers qualifiés de docteurs qui tombent sur le bureau. Pour l'audition, vous allez avoir une dizaine de candidates. À la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. Voilà, c'est ça, les stades des MCF. Très concrètement, là, je vais entrer dans ma 4e année de campagne, MCF, etc., de post-thèse. Plus sereinement que les autres, hein, puisque là, je suis en postdoc, c'est tranquille. Je n'ai pas eu une seule audition MCF en 19e parce qu'il n'y a eu qu'un ou deux postes 19e siècle pendant toutes ces années-là. Ça fait pas beaucoup. Et après, il y a aussi des cas où donc il y a très très peu de postes. Enfin, ça c'est comme ça, c'est une catastrophe, hein, mais bon, moi je pars de ce qui est là maintenant. Quand on est en lettres, on va aussi postuler sur des postes plus transversaux, sur des postes en unité, d'expression com, des choses comme ça. Mais on n'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a aussi les gens qui viennent de la section de la communication, 71, qui sont en concurrence, donc on peut demander des doubles qualifs, etc. Enfin, il y a des stratégies après qui se mettent en place. Moi, je vais vraiment parler des dossiers, mais c'est ça, les chiffres dont il faut se rendre compte. Donc ça veut dire que si votre dossier n'est pas ultra lisible, il sera pas lu. On n'a pas le temps. Voilà. Personne n'a le temps de lire un dossier pas lisible. Donc là, on vous dit en littérature, etc., pensez au lecteur. Là, c'est le lecteur qui vous évalue et qui vous donne, on va dire, plus ou moins, symboliquement, un droit de vie ou de mort. Donc vous pensez à votre lecteur. Pour penser à votre lecteur, donc un CV analytique, ça va être un CV long. Le mien, là, le dernier, je sais pas combien il fait, là, je l'ai pas réactualisé avec les nouvelles données, là, depuis la dernière campagne, mais mon CV, il fait 15 pages. Voilà. Mais pourquoi il fait 15 pages? On va le détailler. Donc, obligatoire. Ce sont des CV quand vous passez les auditions ou au moment des réunions de commission. Ils sont souvent imprimés, alors pas rapporteurs, hein, tout le monde n'a pas tout, mais donc en fait les rapporteurs ils ont des fiches à remplir avec des éléments vraiment très très précis,
Alors, ça peut un peu évoluer, mais ça, il faut essayer d'aller en chercher en googlant. Mais globalement, le nombre de publications doit être extrêmement lisible, le nombre d'heures d'enseignement doit être très lisible, les types d'enseignement, types de cours, nombre et type de publications. Euh, et ça, en fait, ils doivent remplir des cases, donc en fait, vous devez les pré-remplir. Ça veut dire qu'un bon CV analytique, la première étape, donc vous faites des rubriques de recherche pour présenter vos publications, mais vous allez avoir en fait une table des matières, soit devant, soit derrière, mais pas au milieu évidemment. Table des matières au sommaire. Bon, ça se génère automatiquement, mais ça veut dire que vous faites marcher la feuille de style. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut faire marcher Word à un moment, ou équivalent. Mais la table des matières, en fait, ou des fois il y en a qui mettent un tableau récapitulatif, ça dépend. Moi j'aime bien fonctionner en table des matières, comme ça ils peuvent aller chercher vite. C'est le sommaire et ça leur permet de remplir les rapports ultra vite. Donc c'est ultra important. Ça, il faut vraiment le faire. Il va contenir vos informations, donc civil, très rapide. Mari et enfant, on s'en fout. Voilà. Et à la rigueur, soyez sympa, le dites pas. Je veux dire, surtout les mecs, hein, là, il y a un moment, c'est. Enfin, faut peut-être arrêter de pousser les nanas dans les orties, quoi. Oh, ça, on s'en fiche. Bon, la date de naissance, le mail, l'identifiant sur HAL, là où vous allez mettre vos articles en libre accès. On est open science, hein. Alors quand vous n'avez pas l'identifiant, vous avez les moyens, vous tapez votre nom, ça vous sort une liste, vous prenez ça en identifiant, vous prenez l'URL de ça et vous le cachez dans le IDHAL pour qu'il soit cliquable, parce qu'il y aura aussi des versions électroniques. Ça va là pour tous ces documents-là. Votre statut actuel, votre position actuelle, vos qualifications, les mots-clés de votre recherche, tout ça c'est en première page. Hein. Votre diplôme, le plus haut, éventuellement diplôme, prix de thèse, quand vous en avez, c'est mieux d'en avoir. Voilà. Donc, pour en avoir, il n'y a pas 36 solutions, faut postuler. Ça ne veut pas dire que ça garantit pas, mais si vous postulez pas, vous êtes sûr que vous en aurez pas. Personne ne viendra vous chercher pour vous en donner un. Donc faut pas être modeste et se dire non, faut y aller, faut foncer. Alors, dans tous ces trucs-là, vous allez postuler à 10, 15, 20 trucs, et je suis gentille, ça peut être 150, et peut-être avoir un truc. Mais il faut postuler. Parce que si vous ne faites pas, vous êtes sûr d'avoir rien à voir. Ça ne marchera pas. Donc ça, bon là voilà, après j'oublie des rubriques, mais vous reprenez ces rubriques-là, et donc votre table des matières ou un tableau récapitulatif qui donne ces éléments-là. Le principe d'un maître de conf, c'est quelqu'un qui va et enseigner et faire de la recherche. Ça veut dire que dans le CV analytique, vous avez un projet de recherche, un projet pédagogique. Les projets, c'est la façon dont vous allez vous intégrer dans l'équipe. Donc en fait, c'est la réponse à la fiche de poste, mais ça ne suffit pas à la fiche de poste. La fiche de poste, elle vous dit l'équipe, elle s'appelle un tel, contacter un tel. Alors, est-ce qu'il faut ou pas contacter ça nous, chez nous, en deuxième, c'est pas très conseillé, mais moi, je pense que c'est pas idiot quand vous voulez vraiment faire quelque chose. Alors, si vous avez une vraie question, profitez-en, quoi. Profitez-en à fond, contactez. Il y a des matières où si vous ne contactez pas, vous n'existez pas. Donc, là, il faut connaître les us et coutumes et essayer de prendre d'abord les renseignements par la bande, hein, et puis ensuite de revenir à l'intérieur, quoi. Et avec ces éléments-là, donc vous allez bien sûr fouiller le site de la fac, éventuellement, enfin le site du laboratoire surtout, un peu googler les membres de l'équipe, surtout les axes des équipes, pour dire dans quels axes vous pourriez vous insérer, et vous, vous allez donner carrément un titre à votre projet de recherche. Là, moi, je fais des mini-CNRS quand je vais faire un CV analytique. Et je fais pareil, je donne un titre à un projet pédagogique, et je vais le dérouler en expliquant très très clairement que je vais faire... un atelier d'écriture, un cours sur ça, que je peux faire ça, mais en fait, je propose des cours, vraiment, en expliquant à quoi ils peuvent ressembler, et je les rédige comme si ça appartenait à la maquette. Voilà. Alors ça, c'est des choses que je mets plutôt à la fin du CV, avant dans un CV analytique, donc vous classez d'abord, moi je classe d'abord les cours, et ensuite les publications, et ensuite les projets. Alors, projet PEDA, après les enseignements, et ensuite publications et projets scientifiques, à peu près. Ça dépend des CV, là. Voilà. Mais ça, vous en récupérez un, vous faites pareil, hein. C'est pas très grave, vous l'améliorez. Ah oui, en tête partout, etc. Parce que s'il y a une feuille qui se dégrafe, qu'on sache que c'est vous, hein, c'est pas plus mal. Photo, non, moi j'en mets pas, il y en a qui en mettent. Bon, après, moi, on me Google, on trouve ma photo en 3 secondes, donc c'est pas. C'est. Je suis pas cachée, quoi. Donc les projets, c'est comment vous allez vous insérer, et là vous reprenez les axes, le machin, dans la licence 3 de ça, je peux proposer un cours de ça dans le master machin, le plus précis possible. C'est comme si vous remplissiez la maquette des cours, quoi. La maquette des cours, c'est ce qu'on va monter en équipe
Donc ça, dans les réunions, etc. Ça remonte au ministère, c'est validé par le ministère, et ensuite c'est le catalogue des cours tel qu'on le donne, avec les crédits FCTS, etc. C'est ça une maquette de cours. Donc c'est un boulot énorme. Bah, ça permet de voir, en fait, sans que ce soit forcément conscientisé, mais bah, que vous comprenez comment ça fonctionne. Ça veut dire que même si vous êtes juste vacataire, il faut quand même aller assister à quelques réunions de maquettage, hein, pour savoir comment ça se passe. Désolée, hein, c'est vraiment ingrat ce que je suis en train de dire, mais c'est là où vous allez apprendre comment on monte une maquette. Ça veut pas dire que vous allez monter la maquette, hein, mais vous allez assister à ça et ça va vous aider à remplir vos dossiers. Et alors il y a des choses qui sont très proches au lycée, etc. Sauf qu'on a beaucoup moins de liberté au lycée qu'à la fac, évidemment. Et le proposer, etc. Alors en fait, avant, à chaque enseignement, donc il y a des tableaux récap ou pas, on résume ce qu'on a fait dans les cours. À quoi ça sert, les principes pédagogiques, les objectifs pédagogiques, est-ce que vous en avez la responsabilité seul ou pas. Moi j'ai eu globalement, quasi intégralement la responsabilité totale de tous mes cours, incluant les partiels et corrections des partiels. Bah, je le dis, c'est valorisant. Bah, ça montre que je suis complètement autonome quoi, pour bosser ça. Objectif péda, la façon dont ils ont été évalués. Et bah, vous mettez quand même un peu en avant si vous avez été content, quoi. Voilà. Et ça, moi, je le classe par... on peut classer par année. Moi, je le classe par volume horaire, c'est-à-dire que mon cours sur Stendhal que j'ai fait 7 ans, 7, 8 ans, 7 ans, je le mets tout en haut. Et en fait, là, je vais compter le nombre d'heures. Donc, bah, c'est pas difficile, hein, 36 heures en TD, vous comptez les CM, 1 heure de CM compte 1h30 de TD. On écrit les nombres d'heures en équivalent TD. Et vous faites le total. Et en fait, dans ma grande rubrique, il y a le total complet. Et comme on sait combien d'heures doit faire un inter, en fait, moi j'ai revérifié mes montants comme ça. Oui, parce que ça serait quand même dommage qu'une somme ne soit pas juste. Voilà. Et donc pour dire, et puis là, le cours de musique et son, le cours de ci, le cours de ça, etc. Et je décompte et à chaque fois un paragraphe pour décrire le cours. Donc c'est un peu comme la maquette quand le cours il est décrit, sauf que vous c'est pas un programme, c'est un bilan à chaque fois. Vos publications, elles sont classées. D'abord les ouvrages, en général vous n'en avez pas en début de campagne, mais elles vont arriver. En tout cas, il faut qu'elles arrivent. Donc il faut publier la thèse, etc. Les directions, co-directions d'actes de colloque, chapitres d'ouvrage, articles en comité de lecture, sans comité de lecture, le blabla, c'est-à-dire la notice, recension, les trucs à grand public, ça moi je les mets encore à part. Traduction, quand vous en avez. Les grands publics, c'est là, si vous avez écrit pour Télérama, ça va aller là. Et là, moi, c'est là, je parle de YouTube. Et moi, en fait, je fais encore un encart un peu à part, en général, sur YouTube, et j'essaie toujours de le valoriser, sans non plus le mettre trop en avant. Dans mes CV, mais je le mets dans mes CV. Et je me suis mon blog, hein, donc à partir de là, vu que j'ai honte de rien, autant y aller, quoi. Ça m'arrive d'avoir honte, mais de moins en moins. C'est la vieillesse. Donc voilà, on classe comme ça. L'idéal, c'est de reprendre les normes. Moi, je reprends les normes du CNRS maintenant. Je les applique à tout, mais pas ça va être des façons de compter. Si vous avez des doutes, alors la grande distinction, c'est avec ou sans comité de lecture. Donc, est-ce qu'il y a eu un jury anonyme qui a expertisé en double aveugle votre article pour l'accepter, le modifier, etc. Ça n'est pas un comité éditorial, c'est encore autre chose. Voilà. Et après, il y a d'autres voilà, éléments un peu plus absurdes, un peu plus éloignés, mais que vous allez intégrer. On compte strictement tout. Et moi, en comptant tout, ça fait que ma première publication date de 2004. Voilà, 2004, c'était pas un article universitaire, mais c'était un texte dans les annales de l'école d'été dans laquelle j'étais à Rostock. J'écris un texte en allemand. Il est dans mon CV, quoi. Pourquoi je me priverais? Et là, normalement, chaque article a son résumé. Alors, vous pouvez reprendre le résumé qu'on vous demande quand vous publiez l'article avec la bio-bibli, on vous demande souvent un résumé. C'est ça que vous voyez au-dessus dans les articles. Moi, en général, je l'écris toujours mal, ça, et c'est vraiment une erreur. Moi, en fait, je les réécris. Et donc, dans l'idéal, vous les réécrivez, un peu comme les cours, vous pouvez un peu nuancer. Mais en fait, vous faites une matrice et vous la faites évoluer par poste. Parce que sinon, vous recommencez pas à zéro, hein, vous n'allez pas vous en sortir. Mais bon, il y a quand même quelques articles, on va les valoriser. Pas de façon trop visible, il faut que ça reste toujours un résumé. Mais vous allez peut-être un peu, pas name dropper, mais rajouter des thèmes un peu importants, quoi. Enfin, pas les rajouter s'ils y sont pas, mais les valoriser, quoi. Mais bon, en général, ça, une fois qu'on l'a fait par article, on le refait pas. Et ça, c'est très spécifique CV analytique. Moi, ça, au départ, je voulais éviter le CV analytique, donc j'ai fait un truc. On m'a dit, ah, c'est génial, garde-le, mais tu fais quand même ton résumé par article.
Ça veut dire que j'ai aussi fait rajouter des résumés. Donc pour résumer la thèse, ça il en faut vraiment un, parce qu'en fait vous allez la mettre en haut la thèse et vous avez votre résumé de thèse. Moi souvent je prends une demi-page pour le résumé de thèse dans le CV. Et dans un projet de recherche ou rapport sur travaux, ça peut monter à une page et demie, sans problème. Le résumé pour le prix de la chancellerie, que je n'ai donc pas eu, c'était 20 pages. C'est pas beaucoup, une page pour parler de vous. Et donc voilà, la thèse, les publications. Donc là, je vous ai donné à peu près l'ordre d'importance, c'est-à-dire en fait de scientificité, de volume. Et ensuite, vous aurez les publications, les communications. Si vous avez peu publié, peu communiqué, vous mettez tout. Moi, j'en suis à un stade où je ne mets plus que les communications non publiées. Je mets plus les communications publiées. Voilà. C'est-à-dire quand j'ai fait un colloque et qu'il y a un article qui en est sorti, j'enlève le colloque de ma liste de com. Parce que sinon, c'est trop long. Et là, dans mon cas, les communications, je les résume plus. Il y en a trop. Voilà. Mais par contre, j'ai après donc, le projet thèse et moi, je prends des mots-clés et que je change souvent selon les postes pour résumer. Et ça va montrer l'adéquation entre mes travaux et l'adéquation au poste. Ça, c'est totalement inventé, c'est totalement personnel. Ça marche super bien. Ça a beaucoup de succès. Bon, je pas de poste, mais c'est un truc qui plaît quand on lit mon CV, quoi. Donc, je vous le dis. Et puis après, là, en fait, voilà, il y a des moments où je me souviens quand je voulais aller ce poste à Paris 8 qui était un poste pour la critique littéraire, quoi. Un poste de critique littéraire avec une dimension d'écriture créative. Là, j'avais vraiment parlé de ma chaîne YouTube avec un intitulé qui s'appelait Pratique hétérodoxe et personnelle. C'était des mots de la fiche de poste, de la critique littéraire. Et donc, j'avais fait un paragraphe pour expliquer YouTube, quoi. Et ce que je fais ici. Bon, voilà, j'ai quand même pas été auditionnée, mais j'ai essayé, quoi. J'étais 19e, mais qui voulait du 20e. C'était marqué nulle part. Ça fait partie des implicites, on peut pas les deviner. J'ai essayé quand même. Donc voilà pour les premiers éléments. Ça, c'est le CVMCF. Après, en fait, vous allez avoir des moments beaucoup plus... Alors, c'est déjà dur, Et en fait, votre CV, donc, il fait entre 10 et 15, 18 pages pour les jeunes chercheurs. Faut pas essayer de le délayer, plus c'est compact et mieux c'est. Enfin, il faut que ce soit le plus lisible possible, le plus maniable possible pour des gens voilà, qui vont lire une centaine de dossiers de 15 pages environ chacun. Voilà. Et pensez à des trucs, mais vraiment bêtes. Il faut que quand le dossier il est posé sur la table, la table des matières soit apparente, devant ou derrière, mais très facile à voir. Donc, on finit pas par une page blanche avec la page des matières à l'intérieur. Ça, c'est pas possible. Là, il faut reprendre la mise en page. Ça marche? Parce que c'est encore imprimé, parce qu'il circule en fait pendant les réunions de comité, qui sont les moments où les dossiers sont d'abord sélectionnés et ensuite classés. On y est. Ça, c'était les dossiers MCF. Après, au niveau des post-docs, on va dégager la dimension PEDA. Alors qu'on va avoir sur les dossiers de Prague ou des choses comme ça. Je sais plus si j'avais fait un projet PEDA pour un projet de Prague, mais de toute façon, vous l'aurez à l'audition, donc c'est pas... Voilà. Là, je ne fais pas les auditions, que des écrits. De toute façon, je n'ai pas réussi mes auditions, donc je suis pas très bien placée pour. Puisque quand j'en ai eu, voilà, on en est là. Ça viendra, moi je suis aussi sur des types de postes à très long terme. Après, vous allez avoir, donc en pure recherche, vous avez ce qu'on appelle des post-docs, c'est-à-dire des contrats post-doctoraux, qui vont être de plusieurs types. Et donc vous avez des contrats, et ceux-là je les connais pas trop, qui sont en fait des post-docs, mais qui sont proches de l'ingénierie de la recherche. Et là, ça peut être à pas mal de niveaux. Ce que j'ai pas mal vu autour de moi, c'était quand même pas mal d'organisation logistique. Le postdoc, ça va aussi être la personne qui organise le colloque, qui appelle les hôtels, qui réserve les trains, qui réserve le buffet, à qui on demande où est passé le chargeur qu'on a perdu, ce genre de choses. Donc ça, ça prend vachement de temps en fait comme type de boulot. Et on peut, là, on a des gens qui sont très très pointus dans ces boulots-là et qui peuvent même être polyglottes, etc. Donc oui, c'est parce que si vous êtes dans un groupe international et que vous écrivez les mails en 4 langues, il faut quelqu'un qui parle les 4 et qui pourra recevoir les mails dans les 4 langues. Et ça se paye. Voilà. Et vous n'allez pas embaucher un interprète pour chacun des mails. Et du parle, ça va pas. Et on parle de recherche. Donc il faut aussi quelqu'un. Voilà. Donc ça en général, ces annonces-là, elles passent pour nous littéraires sur Fabula, ce genre de choses, sur Calendar.
elles sont sur les sites des groupes de recherche, et ça c'est une course que j'ai pas trop faite. On va aussi demander comment on s'intègre, mais c'est pas tellement le choix que j'ai fait. Ouais, je voulais vraiment, j'ai préféré aller au lycée que m'intégrer à tout prix dans un groupe de recherche. Et puis il y en a aussi où j'ai juste passé les dates alors que ça m'intéressait. Mais parce que moi j'ai eu assez tôt un projet autonome et dont j'avais considéré que j'avais plus de temps, je sais pas si c'était vrai, mais j'ai pensé que j'avais plus de temps pour le mener en étant au lycée en travaillant le soir que si j'étais en train de mener une autre recherche qui n'était pas la mienne, ou celle précisément que je voulais mener. Donc partout où je pouvais la présenter, je l'ai fait. Mais par contre, j'ai pas inventé des projets de recherche pour des groupes de recherche qui collaient pas, quoi. C'est des choix, ça c'est des stratégies. Si on a une idée, moi je conseille ça, vraiment. Bah, c'est agréable d'avoir une idée. Quand on n'a pas d'idée mais qu'on a quand même envie de continuer la recherche, bah, les post-dataires, post-thèse, le secondaire, donc l'enseignement secondaire, les post-docs, on va faire la logistique, etc. Mais ça permet quand même de continuer, d'être dedans, et de réfléchir aussi à la suite et d'ouvrir peut-être de nouvelles choses. C'est très bien aussi, enfin, ça dépend aussi où on en est et de sa personnalité. Voilà. Et de son tempérament, même sur la façon dont on va mener ses recherches, parce que j'ai quand même une personnalité assez indépendante, très heureuse de travailler en collectif, mais par contre je veux vraiment mener mes recherches, et donc ça colle pas dans tout. On n'a pas forcément, toutes et tous, la même façon de se projeter dans la recherche et dans un projet. Donc après, on va avoir aussi des institutions qui vont en fait ne pas avoir d'appel très précis, mais qui vont permettre, alors parfois c'est un peu fléché comme on dit, ou colorié, dans une direction ou une autre, et qui vont demander, qui vont juste sélectionner les meilleurs dossiers scientifiques. Donc ça, on l'a au CNRS en France pour des CDI, on l'a au FNRS en Belgique pour des CDD, et après, il y a des bourses postdoc qui peuvent exister, qui peuvent être assez libres, ou dans un domaine, et donc on va chercher une problématique précise, donc bah, si ça colle pour vous, foncez. Et je pense qu'il y en a d'autres dans notre pays, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Voilà. Et ça coûte, les places sont chères. Euh, et là, la grande différence entre un contrat comme j'ai au FNRS et le CNRS, c'est la durée de projection dans le temps, c'est-à-dire l'ambition ou l'horizon que vous dégagez en donnant le projet. Un CNRS, vous vous inscrivez dans 10 ans de recherche, vous vendez votre projet, vous vendez, oui, il y a une dimension marketing, enfin marketing tel que le comprenez littéraire, donc c'est quand même pas... J'ai pas loué un avion avec mon nom dans le ciel pour vendre mon projet de recherche, ça j'ai pas fait. Peut-être que je devrais. Mais vous allez avoir... vous faites un calendrier à 10 ans de recherche pour dire où est-ce que j'en serai, en sachant très bien que c'est une prévision que vous ne ferez pas, hein, ou de cette façon-là. Mais comme ça, en fait, on va voir comment vous vous projetez dans une recherche. Au FNRS, c'est 3 ans. C'est 3 ans où on paye, les 10 ans... Alors, au CNRS, on continue à vous payer après. Mais en fait, vous êtes censé, dans le parcours archétypal, passer le concours de DR, de directeur de recherche à ce moment-là, avec un nouveau projet, et vous recommencez. C'est ça une carrière de chercheur. Alors, qu'est-ce que c'est ces gros projets un peu autonomes? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on écrit? Comment on les pense? Bon, il y a un moment, il y a une idée. On l'a pas. Ça, c'est vraiment la partie dont je vais pas parler aujourd'hui parce que si vous n'avez pas d'idée du tout, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort. Prenez le temps. Prenez le temps. Récupérez les bribes. Mais c'est que c'est pas encore le moment. C'est pas grave. C'est pas grave d'attendre. Vaut mieux attendre et présenter un bon projet que de présenter un projet qui va vraiment pas tenir parce que vous voulez absolument présenter un projet. Parce que ce sont des concours qui ont de la mémoire. Donc vous n'êtes pas forcément récompensé du fait de présenter plusieurs fois, mais ça compte. Ça compte, mais bon, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Ça arrive aussi. Si ça rentre pas dans les attentes implicites, et là, il y a des attentes que je connais pas ou que je sais pas expliciter, hein, des fois ça marche pas. Et mais c'est quand même bien de montrer qu'on est quand même... quand on arrive, qu'on a compris ce qui se passe, quoi. Voilà. Et donc là, en fait, l'idée, c'est comment vous allez présenter ce qu'on appelle un projet de recherche, et à chaque fois, vous allez avoir un résumé sur travaux antérieurs pour le FNRS ou le rapport sur travaux antérieurs ou travaux établis, je sais plus, au CNRS. Les dimensions vont vraiment changer. Au FNRS, je crois que ça fait 1,5 page, parce que le dossier FNRS fait une quinzaine de pages au total.
Un dossier CNRS fait 20-25 pages le projet et entre 6 et 8, maximum 10 pour le rapport. Plus les pièces annexes, les publis, les trucs, etc. que vous ajoutez. Mais ça, en fait, une fois que vous l'envoyez, c'est facile. Le CV, la liste de publication, c'est pas la même chose. C'est deux pièces différentes, etc. Mais ça, en fait, vous avez des rubriques, et donc il faut aller chercher les rubriques et présenter comme c'est demandé, quoi. Très simplement. Mais, alors, bon, il y a quand même des préconisations. Pour le FNRS comme pour le CNRS, vous n'arrivez pas tout seul. Vous débarquez pas comme ça, tel le cow-boy solitaire à l'horizon du Far West de la recherche. Normalement, vous arrivez parce que vous avez donc une idée. Quand vous avez une idée, vous contactez des gens avec lesquels vous avez envie de bosser. Vous avez vérifié qu'ils bossent dans des UMR pour le CNRS, unité mixte de recherche, et pas juste des facs. Parce que si c'est dans des équipes d'accueil, bah, il n'y a pas la dimension CNRS, donc voilà, ça marche pas. Là, c'est important parce que CNRS, il vous embauche, et c'est là où il peut vous envoyer. Donc, bah, il va pas vous envoyer dans des endroits avec lesquels il bosse pas. Ça, c'est pas possible. En général, on va le repérer avec des gens, avec des thèmes, etc. Donc, ce que je disais sur les axes à repérer des groupes de recherche, ça marche à fond là-dedans. On contacte les gens. Avec certains laboratoires, ça commence en novembre pour une première phase, donc celle où on va rendre les dossiers écrits, qui s'achève en fait demain pour le CNRS, c'est-à-dire le 5 janvier. Le FNRS, c'est le 19 janvier. Donc si on n'anticipe pas, c'est mort. On revient l'année prochaine. On va pas se mentir. Hein. Donc là, le projet CNRS, c'est une idée qui va être largement développée et explicitée. Le FNRS, c'est la même chose, mais quand même en plus réduit. Par contre, pour le FNRS, il faut un promoteur ou une promotrice dans une université belge, parce que les Belges sont quand même pas débiles, ils vont pas financer des gens qui bossent pas pour la Belgique. Euh, et pareil, comment vous vous insérez, ce que vous allez proposer un séminaire, un machin. Ça, les promoteurs et promotrices sont là pour vous aider à développer, vous donner les explicitations que j'évoquais. Pour le CNRS, donc relecture. Toutes les équipes ne le font pas, attention. Et les relectures, elles peuvent arriver très tard. Et en fait, le promoteur, il va envoyer une lettre que vous ne lisez jamais pour le FNRS. Au CNRS, on vous envoie une lettre d'accueil par laboratoire, donc par équipe d'accueil, qui est prête à vous accueillir. Et vous les joignez au dossier. Et vous-même, dans le projet de recherche, moi j'ai mis les équipes en question et pourquoi je voulais rejoindre. C'est dans mon projet de recherche. Voilà. Alors, mais ça, après, voilà, c'est des rubriques différentes. Mais il y a quand même un moment où vous allez expliquer. C'est ce qu'on appelle l'environnement de la recherche. Il faut l'expliquer. En gros, il y a toute une espèce de logique du projet de recherche que je trouve, moi, passionnante, mais un peu fatigante. Enfin, pas assez éprouvant, et souvent on le fait en deadline, hein, donc en urgence, on les charrette. Le grand principe de ces projets de recherche, en fait, c'est globalement qui suis-je, aux courges, dans quelle étagère. On explique. Vous allez avoir en fait toute une espèce de généalogie de vous-même. C'est pas de l'égo-histoire, même si ça peut y ressembler, surtout pour la 33, la section d'histoire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous allez, par ce qui s'appelle résumé des travaux antérieurs, rapport des travaux, etc., là, le principe, c'est de dire globalement d'où vous venez, mais c'est pas une psychanalyse, hein, ça reste du boulot. Ça peut être plus personnel, mais en fait, ce que vous faites, l'air de rien, vous n'allez pas juste résumer vos travaux antérieurs. Ça c'est possible. Vous allez faire mieux. Vous allez donc faire cette généalogie des travaux antérieurs pour montrer comment ils en arrivent à vous aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Et donc finalement, ce que fait le résumé des travaux antérieurs ou le rapport des travaux, son optique rhétorique, il va pas le dire, mais ça va être d'expliquer comment, pourquoi, tout petit déjà, on savait pourquoi vous vouliez faire ce projet de recherche. Évidemment, là, pas d'anecdote familiale, hein, on reste sur le boulot. Donc vous pouvez remonter, si vous êtes très fort, vous remontez à votre concours général, c'est pas mon cas. Mais ça, moi je le mettrais plutôt dans le CV, parce que le concours général, quand on a plus de 30 ans... Mais vous pouvez... s'il y a vraiment un truc super prédominant d'emblée, mentionnez le vide, c'est rigolo. Mais vite et c'est rigolo, quoi, pas plus. Je crois que c'est pas la peine de se la péter pour les trucs qu'on a fait à 16 ans, 18 ans, même 22 ans. En revanche, en général, on va remonter au master, quoi. Ça peut être là pas mal. Moi, un des problèmes que j'ai dans ma recherche, c'est qu'elle peut avoir l'air disparate entre ce que j'ai fait en master, qui était 18e, comment j'en suis arrivée à la thèse, et ensuite, pourquoi j'en suis là de ce projet-là. Et en fait, moi, c'est à ça que me sert le rapport sur travaux. Ça me permet de montrer qu'en fait, il y a
quelques questions qui vont se recouper, qui se sont transformées, mais qui font que je suis vraiment spécialiste de ces questions que je vais aborder. Et comme je change de corpus, ça me permet de légitimer le fait d'en être là et de bosser là-dessus. Et donc là, avec résumé de la thèse, là-dedans, mais résumé orienté, hein, là, c'est pas juste dans la partie 3, j'ai fait ça. Hein. Voilà. Là, c'est en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir une vision rétrospective et analytique des travaux que vous avez fait avant. C'est-à-dire pour voir qu'en avez-vous tiré. Acquis méthodologie, connaissance d'une période, dans quelle école vous vous inscrivez, quel courant critique, quelles sont les méthodes que vous appliquez, que vous connaissez bien. Ça peut aussi être, moi je mets un perspective dans le rapport sur travaux, jusqu'où vous voulez aller maintenant, comment vous allez ouvrir les choses à partir de ça, beaucoup plus rapide. Cette année j'ai collé mon calendrier prévisionnel aussi là-dedans, mais parce qu'en fait il découlait bien, donc je l'ai copié. Voilà. C'est peut-être pas à faire, mais je l'ai fait. Et d'ailleurs je l'ai changé mon calendrier prévisionnel par rapport à l'an dernier, mais ça c'est quand même des détails. La mise en forme, c'est pas très grave, quoi, tant que c'est très clair. Mais ça va quand même donner une idée assez importante de ce que vous voulez faire, de comment... En fait, si on sait d'où vous venez, on comprend mieux ce que vous faites. C'est vraiment comme ce qu'était la réputation sous l'Ancien Régime, encore au XIXe siècle, ce qui est remplacé aujourd'hui par la diplomation, c'est vos lettres de garantie. C'est pas juste des lettres de recommandation extérieures, mais ça va permettre de... En fait, là, vous êtes en train d'aider à lire votre CV, quoi. C'est ça que ça sert. Et voilà, vous pouvez approfondir des points, mais ça ne veut pas dire que vous devez raconter tous les détails de votre thèse. Hein. Non. Ça permet aussi, par exemple, donc là en fait j'en parle aujourd'hui parce que j'ai aidé une amie en visio sur son propre dossier FNRS aujourd'hui, hein, et on croise les doigts parce qu'elle le mérite. Je sais que tu me regardes. Par exemple, moi dans cette partie-là, je lui proposais de faire une typologie de ses propres articles pour montrer un champ de questions, un autre champ de questions, et donc mettre en avant la continuité avec son nouveau questionnement. Voilà, c'est à peu près à ça que sert le rapport sur travaux. Globalement, c'est une pièce qui est importante, mais en fait, on s'en fout un peu. Celle qui est importante, c'est le projet. Alors, le projet, c'est ce que vous allez faire, parce que quand on courge, voilà, hein, c'est le mouvement qui va compter. Donc, dans quelle étagère vous donnez votre école. Alors en fait vous allez, voilà, sur un projet de recherche, là aussi hein, vous avez une table des matières, 30 pages, c'est pas sans table des matières, et c'est entièrement classé, moi j'ai 2 niveaux de titres. Plus en tête, plus notes de bas de page évidemment, les notes de bas de page, je crois pas que j'atteigne 10 notes de bas de page par page, en tout cas je dépasse la centaine hein, sur ce dossier. Bibliographie à la fin c'est obligatoire, vous êtes chercheur. Indicative, vous marquez bien sûr, vous n'allez pas tout mettre, mais... Hein. Donc vous la sélectionnez bien, ça je pourrais le faire mieux. Mais ça c'est quand même très très important. Le projet il a un titre ultra important. Vous indiquez la section, etc. dans les en-têtes, section année du concours. Il faut être pas comme moi qui me suis trompée d'année l'an dernier. Je l'avais mal effacé en copiant. C'est pas très grave, mais ça fait naze. Même si tout le monde s'en fout, ça fait naze. Et vous allez pouvoir écrire, donc voilà, le titre, et là, un paragraphe résumé. Alors, celui-là, il est vachement important parce qu'en fait, pour le FNRS comme le CNRS, c'est un paragraphe que vous allez coller partout. Et ça va être souvent, les rapporteurs vont lire tout le dossier et le présenter aux autres. Mais les autres vont lire que le résumé. Et ce résumé, en plus, vous allez le copier un peu partout. Alors là, grosse surprise dans le CNRS, il comptait pas en nombre de signes, que j'avais bien compté, mais en nombre de lignes, et qui comptait mal. Bon, ça va être un peu galère, mais pour le coup, il y a une légère variante entre le résumé de mon projet et celui-là, parce que j'ai un peu ratiboisé, mais très peu. C'est le même résumé quasi, quoi. Et il faut essayer d'avoir le même résumé en dessous de la table des matières. Présentation du projet, donc là, ça va être le contexte très large. C'est toujours très large pour dessiner des horizons, pour mettre en avant des problèmes. Et qu'est-ce que c'est un problème? C'est un paradoxe, ça va être deux choses ensemble qui vont pas et qui posent problème. Alors c'est pas toujours des contradictions, c'est pas forcément des luttes, etc. Mais ça veut dire en fait vous allez avoir un truc qui vous intéresse. Souvent le truc qui vous intéresse c'est un thème et un sujet. Mais un thème ça fait pas problématique. Le moment où ça va faire problématique, ça va être de dire, bon, vous allez expliquer en quoi c'est important, machin, etc. Mais là vous n'êtes pas encore dans la problématique. La problématisation du thème, c'est important de dire que c'est important. Voilà. On n'oublie pas, les enjeux, tout ça, ça compte. Voilà. Pour moi, une problématique, c'est j'étudie l'idée de nature des féministes. Ça, c'est mon thème. Voilà.
dans mon titre, j'ai mis au maximum féministe francophone, les dates, etc. Parce que comme ça, hop, voilà. Et mon titre, je le martèle, hein. Bam, 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 bam. Et ça, c'est comme, vous voulez ma carte de visite? Vous vous souvenez de mon nom? Tata. C'est le abonnez-vous du CNRS, quoi. Voilà, il le faut, du projet de recherche. Ça, c'est cette dimension marketing, c'est sur ce genre de choses. Mais la problématisation, là, pour moi, pour donner un exemple vraiment concret, c'est déjà, bon, ce qui va être intéressant, la nature, c'est ce à quoi on assigne, et donc c'est fixe. Et pourtant, Simone de Beauvoir, plus tard, dira biologie n'est pas destin. Et donc, comment elles ont fait les féministes à l'avant qu'il y ait Beauvoir pour réussir à combattre la nature? Ça, c'est un résumé de mon projet de recherche, en gros. Mais là où ça va vraiment devenir une belle problématisation, c'est comment, dans le siècle de Lamarck et de Darwin, c'est-à-dire de l'évolution des espèces, les féministes assignées à une nature pourtant fixiste, qui ne bouge plus, vont se débattre dans cette idée de nature pour en faire quelque chose. Et là, en fait, j'ai une coupure carte SD, je continue. Donc ça va être vraiment de mettre ensemble de choses qui ont l'air d'être contradictoires, mais qui vont commencer à être intéressantes, de définition, de un préjugé, etc. Bon, mais ça, après la problématisation, ça peut pas se traiter de façon générale comme ça dans l'absolu. Il y a quand même des techniques. Après, ce qui va vraiment valoriser ça, ça va être de dessiner un arrière-plan en horizon, alors que, ta 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 ta, et boum, ce qui va faire problème. Et là, en fait, ça, c'est les changements d'échelle, c'est quelque chose qui va vraiment dynamiser le projet. Donc la présentation pour les projets littéraires, présentation du corpus, des dates, bornes internes, bornes... alors les bornes externes, ça va être pourquoi on commence à telle date, pourquoi on finit à telle date. Ça n'a aucun sens de donner des dates si on ne les explique pas. Périodisation interne, comment on va découper à l'intérieur. Tout ça peut être hypothétique, tout ça est hypothétique, ce sont des axes de travail. Comment vous allez bosser, donc la méthode envisagée, évolution de méthode, là où vous allez aller, parce que là vous allez un peu expliquer, je suis obligée d'arriver au FNRS, parce que moi tout ce que je veux, ça ne sera pas manger des gaufres, hein, les bouquinistes, ça va être d'aller dans telle et telle bibliothèque où il y a ce dont j'ai besoin, ça sera absolument pas ailleurs, etc. Moi, il faut absolument que je puisse passer des journées intégrales à la BNF, en archive, parce qu'il faut que j'aille là, 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 etc. Et si j'y vais pas, je peux pas le faire, donc embauchez-moi. C'est ça, hein, c'est ça un projet de recherche. C'est toute cette partie-là, donc vous allez justifier au niveau des lieux, au niveau des personnes, au niveau de l'importance, et donc vous allez notamment donner ce qui va être livrable et ou exportable. Les livrables, ça va être qu'est-ce que vous pensez publier. Alors, quand on n'est pas en littérature, mais encore les savoirs, bon, voilà, on peut avoir des brevets, des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comptabiliser? Et là, en fait, il faut vous rappeler que vous avez l'HCRS derrière, qui vient pour comptabiliser et évaluer, parce qu'elle ne fait pas que comptabiliser l'HCRS, la façon dont les laboratoires et les UMR travaillent. Et ça passe notamment par le décompte des publications qui va vous dire si l'équipe est dynamique ou pas. Donc, bah oui, ça compte de vous embaucher si on dit que vous avez bien bossé. Enfin, je sais pas, vous préférez investir votre argent dans un truc qui rapporte ou qui rapporte pas. C'est le même raisonnement. Ça pue, mais c'est le même raisonnement. Donc c'est pas juste est-ce que vous allez être intéressant, il y a quand même aussi une part de est-ce que vous allez produire. Et c'est à ça que va servir vraiment le calendrier, parce qu'on va annoncer plein de choses dans le projet, il faut vraiment les annoncer vers là où on va. Alors moi en fait j'annonce pas les livrables à ce niveau-là, mais dans le calendrier je vais dire les articles prévus, livres prévus, colloques éventuels quand on a déjà les noms pour les 2-3 premières années. 3 premières années c'est un peu large. Livres, clairement, les livres envisagés, exposition, médiatisation de la science, base de données, ben ça va être aussi des choses comme ça, mais aussi méthodologie exportable. Et moi j'indique également les formations que j'aimerais suivre. Je ne vais pas non plus les intituler, hein, je ne les connais pas, mais dans quel domaine je voudrais des formations. Si vous êtes prêt à... Si on sent que vous pouvez fonder une ANR ou une ERC, ah, ben là, si tu sais pas ce que c'est, faut aller chercher. ANR, Agence nationale de la recherche, l'ERC, je sais plus le sigle, Open Research Center, j'imagine. C'est en fait les grands projets européens. Donc il faut aller les gratter, quoi. Et il faut montrer que vous êtes capable de réfléchir à un projet. Faut peut-être pas aller jusqu'à donner les noms, mais moi, c'est dans le calendrier, à ce moment-là, il y aura un projet collectif, quoi. Sur ces 2 années, etc. Et bon, je dis pas une ANR, mais ça ressemble vachement à une ANR. Et en fait, toute la philosophie du projet, c'est vraiment ça. C'est vraiment
ok, en fait, il y a quelque chose, moi, que je trouve extrêmement... alors qui est peut-être formateur, mais aussi dans le sens du formatage. Moi, je trouve que c'est extrêmement émancipateur euh, du marasme que l'on peut ressentir face au manque de poste. De savoir que... En fait, moi, ça m'a fait du bien, mais parce que je suis quelqu'un d'assez autonome, de me dire, je vais bosser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a énormément fait de bien pour reprendre ma propre recherche. Et là, c'est vrai qu'il y a des trucs où je me dis, ça m'intéresse, mais je n'ai pas les moyens. C'est pas une question de finance en fait, hein, mais je suis pas capable de le faire seule. Donc j'attends, en revanche, ça je peux le faire seul, ça je peux le faire seul. Et ça permet aussi de s'organiser dans ce qu'on peut faire quand on est dans le secondaire, quand on n'a pas autant de temps qu'on voudrait en tant qu'MCF, que on est à terre et écrire un article c'est encore un peu long, ou ce genre de choses quoi. Et il faut le faire relire, impérativement, par autant de gens que possible. Là, je crois que j'ai donné les grandes étapes, et puis moi, en fait, après, voilà, En fait, ouais, il a trois grandes parties, ce truc, parce il a trois grands axes, mon projet, et donc chaque axe a ensuite des sous-rubriques. Et il faut essayer de faire en sorte que ce soit un peu punchy, d'avoir ces effets de changement d'échelle, de montrer, en fait, dans le détail, d'illustrer, de donner aussi de la saveur, de montrer un peu d'analyse directement de ce que vous pouvez faire, et tout ça sans prendre 150 pages, quoi. Parce qu'en fait, une trentaine de pages, ça va vite. Hein. On voulait pas. Mais c'est très long quand on commence. Moi, je conseille plutôt une vingtaine de pages pour un projet CNRS. Mais, alors moi, je compte la biblio hein, quand je dis une trentaine. Mais la biblio, c'est plusieurs pages. Hein. Mais voilà, visez la vingtaine de pages. Et encore, on m'a conseillé de rajouter des annexes. Et ça, je ne l'ai pas fait cette année. J'ai été découragée par la fatigue. Mais c'était une très bonne idée, hein, pour présenter des amorces de bases de données que j'évoque, des choses comme ça. Mais seulement, le gros problème du CNRS, c'est qu'on le prépare pour le 5 janvier, quoi. Et bon, je sais pas, moi, je fête quand même Noël, j'ai de la famille, je suis contente de les voir. Bon, c'est très dur de tout faire. Ça, c'est très très dur. Donc, il faut vraiment, vraiment anticiper au maximum. Mais de toute façon, ça va vous pourrir les fêtes. Hein. L'idée, c'est que ça pourrisse un peu moins que ça pourrait. Pour le FNRS, c'est pareil. Alors, le FNRS, en fait, moi, je conseillerais, si on réfléchit CNRS et tout ça, de regarder comment on fait un postdoc FNRS, parce qu'en fait, les rubriques sont déjà très utiles. Je me suis vraiment retrouvée, c'est toujours les mêmes choses. Il y a le HESS fait des postdocs, il y en a 10 par an qui sont alors fléchés. Le fléchage est là, je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai postulé les 3 années où je peux postuler. En tout cas, c'est d'un postdoc HESS qu'est né tout ce projet. Hein. D'un postdoc que je n'ai donc pas fait, mais d'un projet. Et puis moi, en fait, voilà, je n'ai pas peur d'envoyer des dossiers. Et en fait, ça me permet aussi de découvrir des équipes, des concepts, et j'enrichis. Hein. Aucun problème. Je rajoute dans ce que je fais, et j'adore ça. Hein. Il faut le faire. Ça vous donne peut-être quelques étapes. En tout cas, moi, je conseille toujours de beaucoup écrire. Ensuite, pas forcément beaucoup couper, mais couper ce qu'il faut couper. On le met dans les reliquats, on en fera un truc un jour ou jamais, mais c'est moins douloureux que de le mettre à la poubelle. On ne jette jamais en tant que chercheur. Faut toujours pouvoir retrouver la citation. Et on classe, on classe. Moi, je passe à la main, etc. pour faire des plans, les reprendre. C'est beaucoup plus facile cette année parce que le dossier a beaucoup évolué. Ma pensée sur mon projet a énormément évolué parce que j'ai eu le temps. Mais franchement, c'est possible de faire des dossiers. Par contre, on s'organise et on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Si vous croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. Si vous n'y allez pas, on viendra pas vous chercher. Super désolé. Mais par contre, vous avez le droit de connaître la liberté que procure le fait de développer son propre projet, sa propre idée de recherche. Je ne vous dis pas que vous aurez le financement. Statistiquement, vous ne l'aurez pas. Mais moi, je croise les doigts, parce que c'est possible quand même. Parce que les gagnants, ils ont tous joué avant. Mais Voilà, il faut y aller, il faut y aller. Et en plus, c'est pas des... Donc c'est bien d'aller voir une fois pour voir ce que ça donne. Mais ce sont des concours qui ont de la mémoire. Donc ça vaut le coup d'y aller. On n'est pas encore très sûr, le dossier quand même tient la route, on y va. Voilà. Et tenir la route, ça veut dire que vous avez des relecteurs qui vous disent c'est bon, vous envoyez.
Et ça, c'est normal pour ce genre de choses. Et ça, tout ça, c'est ce travail invisible de la recherche. Ce ne sont pas des articles, ça ne sera jamais publié nulle part, on ne les écrit pas dans les CV. Et pourtant, alors pour le coup, on va marquer quand on a été auditionné, classé, ce genre de choses. Mais heureusement, c'est tellement lourd. Et en même temps, voilà, c'est dur que ce soit autant de boulot. Mais il y a quand même une grosse part de plaisir à inventer ce truc. Et moi, je sais pas, quand je le fais, je suis un peu comme une gamine à dire oh, puis je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et ça. Et ça, c'est tellement cool. Parce que c'est pas qu'on écrit une lettre au Père Noël en disant tout ce qu'on va faire. Mais il y a peut-être un peu de ça. Et on essaie de le faire en étant réaliste. Et clairement, moi, les projets m'ont renforcé cette envie de chercher et de bosser. Toujours, à chaque fois. Tout de suite après, on est fatigué, hein, mais c'est aussi un vrai plaisir. Sur des dossiers, alors je considère que les gens qui sont recrutés devraient avoir, enfin, qu'automatiquement les dossiers soient publiés sur le site du CNRS, enfin des institutions. Ça me paraît très normal. Sans polémique ni discussion, juste ils sont publiés, on sait ce qui se passe, on sait qu'il y a quelqu'un qui bosse sur les polymères, enfin, je parle que de la littérature, il y a énormément de disciplines. Mais voilà, pourquoi c'est important la musicologie médiévale, qu'est-ce qu'on apprend en histoire des mathématiques arabes, enfin, et ça, ce sont des vrais sujets de recherche. En fait, ce sont même des champs, là, c'est pas un sujet, ce sont des champs. Un sujet, ça sera quelque chose de très précis dans l'histoire des mathématiques arabes, dont je suis incapable de parler, mais c'est ça être spécialiste. Et, et c'est vachement beau, en fait, quoi. Et avec ce truc que, il faut que plein de gens qui sont très spécialistes mais d'autres choses soient capables de vous lire. Donc, ça, c'est aussi une sacrée gageure, quoi, d'arriver à être lu et imaginer que des gens vont être capables de vous expliquer très vite. Puisque c'est ça qui va se passer dans les réunions pour vous sélectionner ou pas. Donc ça, c'est la partie pas marrante. Mais alors la partie marrante, c'est créer ce projet, quoi. C'est de la pure création. C'est vraiment le jeu des idées qui se met en place. Et bien après, peut-être que vos hypothèses, vous allez vous planter. Donc, c'est des conditionnels. Pas trop, hein, faut quand même être un peu affirmatif. Mais vous donnez des axes de travail. Un axe de travail, on sait très bien que c'est pas un résultat. C'est ça, être hypothétique sans perdre sa dimension assertive. On présente des axes de travail, on va bosser sur ça, sur ça, sur ça. Et puis on verra. Mais ouais, c'est fun aussi. C'est vraiment, vraiment un beau, beau métier. Très, très, très beau métier. Très dur, mais très beau. Et je vous dis à bientôt.